Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Up conférence. Je suis Sandra Coutou, journaliste à Mouvement Up, votre média d'information de solutions dédié à la transition écologique et sociale. Et dans notre numéro d'octobre, nous avons choisi d'aborder le sujet de la solidarité, d'explorer en quoi cette solidarité est une ressource en temps de crise, mais aussi l'expression de notre humanité, et on en a bien besoin. On y retrouve une interview de la journaliste Julia Montfort qui est avec nous ce soir et qu'on vous propose de Bonsoir. rencontrer. Bonsoir Julia. Tu es donc l'autrice de ce livre Carnet de solidarité publié aux éditions Payot. Et donc on va commencer peut-être par raconter un petit peu l'origine de ce livre, puisque avant ce livre, il y avait les Carnets de solidarité, c'était une web série et tu y racontais finalement ta rencontre avec Abdelak. Est-ce qu'on peut commencer par le début et raconter un petit peu l'origine de toute cette histoire? Bah oui, j'ai, on va dire, simplement ouvert ma porte à quelqu'un qui avait besoin d'un lit et d'un toit, d'un refuge pour quelques jours. Tout ça part d'une histoire personnelle qui s'est déroulée au sein de mon appartement avec mon mari Cédric. On a décidé d'héberger Abdelak, qui était à ce moment-là, qui se dépatouillait dans ses demandes d'asile et qui était en grande difficulté, seul et isolé à Paris. Voilà, le point de départ. Alors là, on est quoi en 2017, Ouais. on est aussi dans un contexte très particulier, puisqu'on finalement la France est vraiment connaît une vague d'immigration à partir de 2015. La question des migrants qui dorment dans la rue, voilà, s'affiche sur nos écrans de télé. C'est ce qui t'a poussé toi à accueillir ce jeune homme? Oui, depuis 2015, on assistait, donc depuis 2 ans, on assistait à un durcissement de la politique migratoire française et puis européenne. Et effectivement, je constatais qu'énormément de demandeurs d'asile, de demandeurs de refuge, je préfère les nommer ainsi parce que je trouve que le terme migrant m'écorche l'oreille. Il est difficile, c'est un petit peu un mot valise pour tout. Voilà, je préfère les désigner pour ce qu'ils sont, d'abord des êtres humains, et puis ensuite parler de leur statut juridique qui est encore autre chose et qui, voilà, ne les définit pas finalement au départ. Et j'avais de plus en plus de mal à encaisser la manière dont on traitait ces gens. Euh, je les voyais comme vous, lorsque l'on vit en région parisienne, on les côtoie, on les croise, ils dormaient sous les ponts, ils dorment toujours d'ailleurs sous les ponts à Stalingrad, Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, enfin un petit peu partout. Et puis j'avais un petit peu du mal à comprendre la manière dont notre pays était déterminé non pas à accueillir dignement ces personnes qui frappaient aux portes de ce pays pour demander la protection de la France, mais en fait, on pratiquait une politique de non-accueil finalement. Et puis, il y a eu des événements qui ont vraiment qui m'ont ébranlé, notamment, et comme beaucoup, je pense, j'ai été touchée par la mort du petit Aylan, qui a été retrouvé sur une plage turque après le naufrage d'une embarcation sur laquelle étaient plusieurs membres de sa famille, dont sa maman, son petit frère, qui sont morts noyés. Il n'a pas survécu non plus. Et la photo de ce petit garçon, le visage dans l'écume de cette plage, a fait le tour du monde. En France, elle a fait la une de nombreux journaux, dont le Monde. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que l'on est en train de faire, quoi. Voilà, là, il s'agissait de notre humanité qui échouait. Et j'ai commencé véritablement à me sentir mal et à me demander ce que je pouvais faire, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Quand on commence à se demander ce que l'on peut faire, c'est pas si évident, en fait. Comment aider ces gens, par où commencer, et puis, voilà, c'est à la faveur d'un post sur Facebook. Je suivais les activités de l'école TOT, qui est une école de français à destination des personnes en demande d'asile et des personnes ayant obtenu leur statut de réfugié. C'est une école qui est diplômante, qui offre les premiers diplômes, les niveaux A1, B1 de français à ces gens qui ont besoin de maîtriser les rudiments du français pour s'en sortir, ne serait-ce que dans les démarches administratives. Donc, ce sujet m'intéressait déjà. Je travaillais sur la question des droits humains, donc j'étais connectée à différents réseaux. Et puis, cette école a posté une annonce
nous cherchons des hébergeurs pour mettre à l'abri un jeune homme quelques nuits. Voilà, j'ai saisi l'occasion. C'est parfois les algorithmes font bien les choses, parfois, voilà. Et j'ai répondu et 48 heures plus tard, Abdelhak frappait à ma porte. Voilà, et on en revient un petit peu au point de départ parce que lorsqu'Abdelhak frappe à ma porte, je suis loin de me douter que cette rencontre va bouleverser ma vie. En fait, en réalité, à ce moment-là, je réalise la portée de mon geste. Je suis habituée à voyager, à rencontrer du monde, mais accueillir un inconnu, peu importe son origine finalement, sous son toit, bah c'est pas simple en fait. C'est même une épreuve. Aujourd'hui, je peux vous employer ce mot parce que j'ai fait des recherches un petit peu sur l'hospitalité, mais à ce moment-là, en 2017, en juillet 2017, j'accueille ce jeune homme qui mesure plus d'1,90 m, s'installe sur le canapé. Je sens qu'il est aussi gêné que moi finalement. On ne se comprend pas. Je ne parle pas arabe, il ne parle pas français ou quelques rudiments. Puis je le sens très, très gêné. En fait, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là. Et puis moi, je suis en train de me poser 1000 questions sur ce que je suis en train de faire. Donc, c'était une situation un petit peu ubuesque. Il s'est assis sur le canapé, il s'est recroquevillé. Enfin, vraiment, il a voulu se faire tout petit. C'est un grand garçon et voilà, on ne peut pas se faire tout petit. Il était bien là, il était bien dans mon salon. Et puis, on a échangé différemment, quoi. Je me suis mis à faire des pâtes, à cuisiner parce que voilà, la gastronomie, c'est quelque chose qui permet de rassembler. Et puis, j'ignorais s'il avait mangé finalement. Et puis là, c'est un détail qui n'est pas un détail. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai réalisé qu'il avait manqué, qu'il avait probablement pas mangé à sa faim depuis un moment parce que il a mangé simplement, il a mis sur le coin de l'assiette quelques pâtes, quelques spaghettis qu'il a mangé tout doucement, quoi. Et il m'a expliqué effectivement par la suite qu'il était loin de pouvoir faire 3 repas par jour et qu'il avait connu des semaines et des mois vraiment difficiles. Et je crois que là, on commence un petit peu à réaliser que finalement, c'est tout le chaos de l'exil qui vient d'arriver dans mon salon, quoi. Et c'est vrai que très, très rapidement, là, à ce moment-là, je suis loin de me douter que je vais en faire quelque chose, mais très rapidement, je réalise qu'il y a un monde entre le fait d'aller tendre son micro à quelqu'un qui vous raconte son histoire sur le terrain et puis finalement accueillir quelqu'un sous son toit, dans son refuge, dans son intimité. Voilà. Et d'ailleurs, tu en parles très bien. Tu parles finalement aussi de la peur qui s'est manifestée et c'est une émotion tout à fait naturelle et il ne faut surtout pas finalement l'étouffer. Mais voilà, juste prendre conscience que oui, un étranger qui arrive sous son toit, comme tu le dis, bah ouais, ça crée des émotions comme ça, des réflexes un petit peu de peur et ça aussi, tu l'as traversé finalement et tu l'as questionné surtout. Oui. Je me déteste à ce moment-là. La nuit est tombée, je suis seule à la maison. Abdelhak est dans ma chambre d'amis. La cloison est assez fine entre les 2 chambres, donc je l'entends respirer. Et puis les heures passent et je me pose tout un tas de questions que je n'avais pas anticipées. Et là, j'ai un peu honte de moi, en fait. Je me sens un petit peu vulnérable aussi parce que je suis une femme et qu'il y a un homme que finalement je ne connais pas dans ma maison, tout simplement. Et puis aussi parce que voilà, il a eu un parcours dont j'ignore toutes les étapes finalement. Et je me demande en termes de trauma ce qu'il a pu vivre et dans quel état finalement il arrive sous mon toit. Mais est-ce qu'aussi je vais être capable de lui apporter le soutien suffisant pour qu'il puisse, voilà, on va dire, recharger ses batteries avant de repartir. Donc cette nuit-là, elle a été vraiment étrange. Je me souviens avoir lu beaucoup de choses et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur des gens qui pouvaient avoir fait comme moi, accueillir un exilé sous son toit. J'ai lu, j'ai pas beaucoup dormi. Et le lendemain matin, et ça c'est très important parce que
j'ai choisi de raconter mes craintes de la première nuit parce que ce qui a suivi n'a rien à voir. Et en fait, je pense que le fait d'éprouver ces craintes, ces peurs, c'est fondamental. Dans la rencontre de l'autre, c'est tout à fait naturel. Mais ensuite, ces craintes-là, on les surmonte et on les surmonte très rapidement. Et je les suis surmontées dès que j'ai croisé son regard le lendemain à la table du petit déjeuner parce qu'en fait, il avait le regard fuyant, il avait le regard dans le vide, il était mal. Je me souviens qu'il se tenait les mains, il se tirait les doigts et encore une fois, il voulait se faire tout petit. Et là, je me suis dit, ok, bon, ça va bien se passer. Et déjà, j'envisage finalement qu'il puisse rester un petit peu plus que 3-4 jours parce que je sens qu'il va avoir besoin d'un refuge pour un certain temps. Les choses, je pars au travail, je me pose encore une ou deux questions. Est-ce que je lui laisse un double de clé? Enfin, c'est pas rien, on se connaît pas. Bon, les gens de l'école TOT m'avaient dit il est sympathique et fiable. Et ça malgré tout, ça a aidé à me rassurer. Je lui laisse une paire de clés. Bon, je rentre un petit peu plus tôt du travail par curiosité. Je me dis quand même comment ça va se passer dans la maison. Est-ce qu'il a pu inviter du monde ou quoi? Enfin bon, voilà. Et je pense que je me serais posé ces questions-là avec n'importe quel inconnu. Ça, c'est vraiment fondamental. Exilé ou pas, non. N'importe quel inconnu finalement. Est-ce qu'on n'a pas changé la serrure? Enfin bon, des choses. En fait, je réalise que l'actualité, finalement, qui est assez anxiogène autour de la question des réfugiés, a percolé un petit peu dans mon esprit. Et véritablement, à ce moment-là, je ne suis pas fière de moi parce que ça me perturbe de me dire que finalement, les discours d'extrême droite qui infusent dans notre société ont pu finalement m'amener à me poser des questions qui me dérangent, quoi. Voilà. Et ce volet-là des craintes, voilà, ça a été très, très, très restreint, très contenu sur les 24 premières heures de cohabitation. Et d'ailleurs, tu parles un petit peu de la peur de l'autre. En fait, tu dis finalement en notant en nous rappelant que l'étymologie du mot hospitalité, en fait, ça vient de hostess, donc c'est à la fois l'hôte, enfin l'invité, et l'ennemi. Donc en fait, c'est en nous aussi, je veux dire, fondamentalement, l'être humain a toujours été au contact d'étrangers, de l'étranger, de l'autre, cet inconnu, et donc ces peurs, elles sont légitimes aussi. C'est ça. Exactement. L'autre est à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Et c'est véritablement ce qui s'est joué dans ma maison. Et c'est très rapidement que j'ai réalisé que l'hospitalité fait du bien aux deux parties finalement prenantes de cette histoire qui s'écrit. À partir de là, on n'a plus jamais douté. Cédric, mon mari, est rentré. Un peu plus tard, j'ai appris finalement qu'Abdelak avait aussi été pétri de crainte cette première nuit, lorsqu'on a réussi à communiquer tous les deux. Lui s'est dit, en fait, moi, je me suis dit, cette femme m'accueille chez elle, c'est formidable, mais et son mari, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il ne va pas rentrer et me tomber dessus? Et ça, je trouve ça plutôt sympa de le raconter parce que finalement, lui aussi, il se posait tout un tas de questions et il n'a pas très, très bien dormi, quoi. En plus de son état psychologique qui était vraiment complexe à ce moment-là. Ouais. Alors, il reste chez vous, finalement, vous apprenez à vous connaître, et puis finalement, les voisins, les amis, Ouais. enfin, tout ton entourage se demande, enfin, aussi ont l'occasion de rencontrer Abdelak. Et là, c'est comme si finalement, ce geste que tu as eu, ça a un impact, pas que sur ta vie à toi, mais sur tout ton entourage. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aussi ce passage-là quand même? Absolument. Je mets quelques jours avant de prévenir tout le monde parce qu'au départ, il doit rester vraiment peu de temps à la maison. Donc, je me dis que c'est probablement pas nécessaire. Et puis, c'est peut-être bien aussi de rester discret parce qu'à ce moment-là, héberger une personne en situation irrégulière sous son toit, en 2017, je replace ça dans le contexte, c'était encore passible de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Donc, on se dit… Déjà, on se dit que c'est surréaliste parce que c'est de l'assistance à personne en danger. On se dit qu'on va se faire tout petit, que ça va durer quelques jours. Et puis voilà. Et puis finalement, on sent très bien que ça va durer un petit peu plus longtemps, qu'il a besoin véritablement d'une pause dans un refuge. Donc là, je préviens mes voisins, effectivement. Je leur explique la situation brièvement parce que je n'ai pas énormément d'infos encore sur le parcours d'Abdelak. Et puis, je ne pose pas beaucoup de questions. Je sens que ce n'est pas le moment et que c'est inapproprié. Et puis là, oui, là, on se rend compte que
ça fait effet boule de neige. Un matin, je trouve une paire de chaussures neuves sur mon paillasson à la pointure d'Abdelhak, de la part d'un voisin très discret qui a souhaité que je lui remette moi et il n'a pas souhaité le faire lui-même. Je trouve une enveloppe avec un petit peu d'argent dans la boîte aux lettres, avec un petit mot. Voilà de quoi payer le pass Navigo d'Abdelhak pour éviter qu'il ne se fasse arrêter dans le métro. Parce qu'à ce moment-là, Abdelhak est en situation irrégulière en France. Il a été rejeté de sa demande d'asile et de son recours auprès de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Il ne comprend pas, il est ébranlé par cette situation-là. Je comprends très rapidement quand même qu'il n'a pas raconté toute son histoire, qu'il n'a pas osé. Donc, il est vraiment dans une situation qui semble inextricable, qui nous paraît inextricable à nous et qui, pour lui, est un micmac dont il ne pourra pas se sortir seul. Donc, très vite, j'en parle aux voisins, j'en parle à tout le monde autour parce que je sens qu'on va avoir besoin de soutien et on va avoir besoin de s'épauler pour l'aider à s'en sortir modestement parce que c'est très compliqué de s'en sortir avec les demandes d'asile. Et là, tout le monde répond OK. Je lance une collecte de vêtements. Nous sommes submergés de vêtements. On n'a pas assez de placards, d'étagères pour ranger tout ça. De très beaux vêtements, des choses vraiment, on sent que les gens ont pris le temps, le soin de lui apporter les vêtements, les chemises sont repassées, enfin. Et là, je suis très touchée par tous ces gestes-là, lui encore plus. Et là, il s'est déjà passé quelques semaines. Ensuite, on doit partir en vacances et on se dit, bon, Abdelhak, qu'est-ce que tu veux alors, on trouve un prétexte. Tu veux t'occuper du chat à la maison, comme ça, tu restes à la maison. Le chat, habituellement, va chez les voisins. Et là, on dit, si tu veux, tu t'occupes du chat. Et en fait, il n'y avait rien qui venait un petit peu rythmer ses journées. Vraiment rien. Et ben, tout à coup, il avait un petit job, quelque chose à faire. Et puis, une autre voisine lui propose d'arroser les plantes. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose de fort qui se tisse autour de lui avec une bienveillance extraordinaire. On part en vacances, on rentre en vacances, la rentrée arrive, on continue à se dire avec Cédric, on ne peut pas le laisser repartir. Et puis, ça se passe très bien, il est adorable. On commence un petit peu à échanger davantage. Et puis en fait, les mois passent. Et au total, ça a duré 1 an et demi, cette cohabitation. En tout cas, là, finalement, ce qui se passe, c'est ce qui se passe peut-être un peu, enfin, ce qui s'est passé un peu partout en France, parce que tout ça, ça t'a donné aussi envie d'aller à la rencontre de cette France qui accueille, de cette France solidaire, invisible, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les journaux télé de toutes ces personnes. Et pourtant, voilà, ça a été un point de départ. Tu as eu envie de savoir qui comme toi, et pourquoi, finalement, d'autres personnes ont souhaité faire la même chose. Oui, ça part d'une intuition, ça part d'un ou deux signaux qui me laissent penser qu'effectivement, nous ne sommes pas seuls à avoir ouvert notre porte et à s'investir dans l'hospitalité envers les personnes exilées. Et puis, mon intuition est renforcée par… en fait, je me dis, bon, qu'est-ce que tu pourrais faire pour venir combler ce défaut de narration et combler très modestement, mais en tout cas pour documenter ce que tu vis et ce que tu découvres, c'est-à-dire que d'autres familles françaises ouvrent leurs portes. Et là, je tourne un petit teaser de 3 minutes avec un ami monteur qui me donne un coup de main. Et je pars du point de départ qui me semble fondamental, qui est de dire j'ai eu quelques craintes la première nuit en hébergeant un inconnu sous mon toit. Seulement, je les ai immédiatement surmontées. C'est OK, c'est normal, c'est naturel d'avoir quelques craintes. Et voilà ce que l'hospitalité est en train d'apporter à ma vie. Voilà en quoi cela m'a ébranlée et à la fois cela me fait du bien. Ça, j'ai mis du temps à l'assumer et à pouvoir le dire finalement. Ça peut paraître un petit peu égoïste de dire que tendre la main fait du bien, mais c'est une réalité. Une réalité. Et j'ai ensuite découvert que c'était même prouvé scientifiquement, donc c'est encore plus intéressant.
Et cette petite bande-annonce que je mets sur Internet provoque une vague de messages de personnes qui me disent « Moi aussi, j'accueille. Moi aussi. » Et je n'en ai jamais parlé pour tout un tas de raisons. Ces gens sont humbles, déjà. Lorsqu'ils tendent la main, ils ne crient pas sur tous les toits. Et puis, il y avait cette loi qui, mine de rien, faisait peur. On n'allait pas prendre la parole pour dire qu'on héberge un sans-papier, puisque c'est interdit. Donc, et comment allaient réagir les voisins bon, voilà. Et là, tout à coup, ils se disent « Tiens, mais elle a ouvert cette porte et elle commence… » Et elle le raconte. Alors moi aussi, je crois que je suis OK pour le raconter. Et là voilà, je reçois des messages de la France entière avec des profils très, très variés. Ça vient des beaux quartiers, des quartiers plus populaires. Je reçois des témoignages d'étudiants qui hébergent des familles dans leur studette, enfin, des choses un petit peu surréalistes. Je découvre qu'il y a eu une réponse impulsive finalement au durcissement de la politique d'asile et que cette réaction impulsive, tu l'as dit, elle est totalement méconnue. Elle est loin de faire la une des médias, on en parle un petit peu, mais pas à la hauteur de ce que je découvre, quoi. À savoir, alors il n'y a pas de chiffres et j'en ai toujours pas. Il y a des chercheurs qui planchent sur la question de l'hospitalité spontanée qui est née finalement de cette actualité migratoire. Pas encore de chiffres, mais c'est un phénomène considérable. Je vais même jusqu'à parler de vagues citoyennes dans le livre que j'ai écrit parce que ils sont très, très, très nombreux, vraiment. Et tu dis les profils sont très différents. Alors, qu'est-ce qui finalement, quel est le point commun entre toutes ces personnes qui vivent dans les beaux quartiers de Paris ou dans une commune rurale ailleurs? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, elles se rejoignent sur ce point-là? Est-ce que c'est la question des valeurs? Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler de l'humanisme? C'est d'abord une incompréhension face au durcissement de la politique d'asile et à cette politique qu'on peut qualifier de non-accueil. C'est-à-dire qu'on n'accueille pas véritablement ces gens. Donc, ils réalisent, comme je l'ai réalisé, que finalement, le parcours d'asile ne se termine pas une fois que ces gens ont posé un pied en France. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'une fois parce qu'une personne qui pose le pied en France est dans son droit, elle a le droit de demander l'asile. C'est un droit fondamental et il faut le rappeler, parce qu'on a tendance à traiter ces gens et encore plus actuellement comme des criminels. Non, ce sont des personnes qui cherchent un refuge et le droit est de leur côté, si le droit est respecté. Et je découvre que les citoyens qui ouvrent leurs portes sont dans une incompréhension et ont besoin de réagir en réponse à cette politique de fermeture française. Donc, il y a cette impulsion-là et puis il y a ce côté, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Ils sont un petit peu comme dans la situation dans laquelle j'ai été. Ils cherchent par tous les moyens comment agir. Et puis un jour, la rencontre se fait. Et en fait, il n'y a rien de plus simple finalement que d'accueillir quelqu'un sous son toit, de l'héberger. C'est un geste qui est simple, mais qui est essentiel pour la personne qui est accueillie. Ça change tout. Ça change tout. C'est incroyable ce qui peut passer dans le fait d'ouvrir sa porte. Oui. Il y a eu des particuliers, mais tu le rappelles quand même aussi dans le livre, hein, il y a aussi des communes, des collectivités qui ont proposé des hébergements dans des écoles. Enfin, ça aussi, tu peux nous le raconter parce qu'il n'y a pas que l'élan citoyen, on va dire, particulier, mais il y a aussi des élus, des communes partout en France, hein, et souvent dans les communes rurales qui ont agi également. Oui, je vous parle de fermeture, je vous parle de durcissement. Enfin, j'emploie des mots qui sont un petit peu durs et lourds. Mais il y a aussi de l'espoir. C'est que des municipalités, de petites communes, des grandes villes, en fait, se sont regroupées en un réseau, l'Envita, l'Association des villes et des territoires accueillants, en 2018. Ces maires ont décidé de prendre les choses en main, finalement, là aussi en réaction à la politique d'asile
ville qui se durcit, pour dire, mais nous, en fait, au niveau des municipalités, des collectivités locales, nous pouvons peut-être aussi agir et organiser des choses, faire de la sensibilisation aussi auprès de leurs concitoyens pour leur expliquer en fait que ces gens finalement sont là et il faut peut-être arrêter de ne pas les voir. Ces gens sont là et il faudrait les traiter autant que possible dignement, les aider à entrer dans le parcours de demande d'asile. Et effectivement, j'ai découvert qu'énormément de villes, de villages, on a aussi des régions tout entières comme l'Occitanie qui se sont engagées pour une politique d'accueil et d'intégration digne. Il n'y a pas de miracle, tous réclament des fonds, ils en ont besoin pour organiser les choses correctement. Pour l'instant, il n'y a pas véritablement eu de retour là-dessus et j'ai conscience que c'est complexe, hein, attention. Mais en tout cas, ils tentent avec les moyens du bord de soutenir les initiatives individuelles. Ça a été le cas à Briançon, par exemple. Briançon, je suis allée dans le cadre de la web-série que j'ai réalisée, parce qu'après la bande-annonce, finalement, elle s'est muée en une série documentaire, Carnet de solidarité. Je suis allée voir toutes ces initiatives et puis je le raconte dans ce livre, parce que effectivement ensuite, une belle maison d'édition, Payot, m'a aidée, m'a convaincue qu'il fallait que ça devienne un objet, un document, quelque chose qui puisse rester finalement pour témoigner de toute cette résistance citoyenne. Et à Briançon notamment, Briançon c'est une ville qui est vraiment juste collée à la frontière italienne et c'est une zone de passage aujourd'hui parce que les exilés qui arrivent en Italie et qui veulent alors soit regagner la France ou rejoindre l'Angleterre où il est quand même plus simple de travailler lorsque l'on n'a pas de papier, ils sont obligés de passer par le sud de la France, mais il est de plus en plus contrôlé. Enfin, depuis 2015, les frontières ont été élargies, telles des élastiques. Donc, il est très difficile d'arriver en France et de ne pas être renvoyé en Italie. Donc, ils prennent de plus en plus de risques pour passer la frontière. Et donc, depuis 2016-2017, on en a qui sont passés par le col de l'Échelle, par la ville de Montgenèvre. Et là, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas équipés et qui passent la frontière de nuit en cheminant dans la neige sur de nombreux kilomètres pour tenter de rejoindre la France, quoi. Et là-bas, il y a toute une mobilisation citoyenne qui est née, une mobilisation sans précédent dans cette ville de Briançon qui a déjà connu, qui a été le théâtre de passage, évidemment, avec les Italiens qui sont venus se réfugier en France. Et donc, il y a mais ça n'a jamais été de cette ampleur. C'est-à-dire que là, ils ont commencé à planter des tentes devant la MJC, à accueillir ces gens qui arrivaient, à les réchauffer. Enfin, tout le monde s'y est mis pour venir essayer de les secourir. Et là, le maire a décidé de soutenir cette impulsion citoyenne. Donc, il y a eu le renfort des collectivités locales qui ont mis à disposition un lieu qui est devenu le refuge. Donc ça, c'est un exemple que je présente dans le livre. Mais à la fois, vous découvrirez que c'est très fragile, en fait, tout ça. Parce qu'il y a eu un changement de municipalité tout récemment à Briançon et la nouvelle municipalité ne souhaite pas reconduire le bail de ce refuge. Donc là, les solidaires vont à nouveau devoir batailler et ils sont en train de batailler pour que ce lieu, ce sanctuaire d'humanité puisse perdurer. C'est loin d'être gagné, mais il y a eu une forte médiatisation et je pense que ça peut les aider. Voilà. Donc des citoyens qui agissent souvent de manière, c'est pas toujours comme à Briançon où là ils se sont regroupés pour agir, plutôt des citoyens qui dans leur coin ont agi, ou alors des villes qui ont proposé finalement un cadre pour réfléchir ensemble à la manière dont on pourrait secourir ces gens. Enfin,
suis intarissable sur le sujet parce que je pense on est là face à un véritable phénomène. L'histoire s'écrit en fait avec la manière dont on accueille ces gens. On vit dans un pays qui a des valeurs d'accueil, d'hospitalité. L'hospitalité, c'est une vertu fondamentale de notre humanité. Et ces gens l'écrivent chaque jour un peu plus. Parlons-en, documentons, parlons-en, montrons ces histoires-là parce qu'elles permettent d'humaniser ces demandeurs de refuge. Ce ne sont pas des migrants, des réfugiés, ce sont des êtres humains en quête d'une vie meilleure qui ont souvent fui des conflits, des guerres. Avec le réchauffement climatique, beaucoup migrent pour des raisons économiques, mais que ferions-nous si nos terres ne sont plus cultivables demain et que l'on a besoin de nourrir nos enfants? Voilà, il y a tout un tas de raisons qui amènent ces gens à bouger. Et je me suis dit qu'il fallait que nous soyons un petit peu plus exigeants dans la manière de traiter cette thématique-là. Donc voilà, je me suis lancée dans cette aventure, dans cette enquête pour le livre qui m'a menée et qui continue de me mener partout en France pour réfléchir à l'hospitalité, à l'empathie, la solidarité, à toutes ces choses qui peuvent sembler, dans le discours ambiant, un petit peu bisounours, un petit peu surannées, ou alors pourraient être un petit peu l'apanage des plus faibles. Il faut les réhabiliter. On en a grand besoin, et vous le savez. Bien sûr, bien sûr. Alors d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent tout à fait poser leurs questions sur cette page Facebook et on les transmettra, donc on te les transmettra, Julia. Alors juste pour revenir sur, tu parlais de 2018, donc de cette expérience solidaire à Briançon. 2018, c'est aussi une année assez importante parce que dans le droit, finalement, quelque chose change et c'est vraiment le fruit de ces initiatives citoyennes ou plutôt l'expression d'un pouvoir citoyen. Tout d'un coup, le délit de solidarité, on en parle à ce moment-là aux infos, n'est plus criminalisé. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette histoire-là ? C'est Cédric Herrou qui a saisi le Conseil constitutionnel avec une question prioritaire de constitutionnalité avec son avocat. Cédric Herrou qui est un paysan, un agriculteur de la vallée de la Roya, donc là aussi proche de l'Italie. Une zone qui a été soumise à une extension des contrôles depuis 2015. Il est très compliqué dans ce coin-là lorsque l'on souhaite arriver en France. Il est très compliqué de poser le pied en France et de ne pas être renvoyé manu militari vers l'Italie. Il les voit arriver sur ses terres, sur les terres de son exploitation, ces demandeurs d'asile. Il voit arriver des femmes, des enfants, des hommes en grand nombre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il leur donne à manger, il les loge. Puis très rapidement, il se rend compte qu'ils sont très nombreux et qu'il va avoir besoin d'aide. Donc d'autres villageois font la même chose, mais ils ont conscience que c'est interdit et qu'ils sont hors la loi. Lorsqu'ils les transportent pour les emmener à l'hôpital ou pour les emmener à la gare, en fait, parce que souvent, en fait, ces gens veulent aller à une gare, à la gare la plus proche pour, comme je le disais, monter vers Paris et souvent rejoindre l'Angleterre où il est plus simple de s'intégrer. Et ils font tout ça un petit peu en cachette. Et puis un jour, Cédric Herrou se dit mais il faut en parler. C'est pas normal que les choses se passent de cette manière. Il faut en parler, quoi. Et c'est à partir de là que les choses se compliquent pour lui. Il a eu maille à partir avec la justice qui l'a accusé, justement, d'aide au passage, d'aide au transport. Parce que la loi sur le délit de solidarité, comme les associations l'ont surnommé, elle sanctionnait l'hébergement. C'était l'hébergement, le transport, donc prendre quelqu'un dans sa voiture pour l'emmener je ne sais où, souvent dans une association ou à l'hôpital, ou on les emmène rarement dans des lieux de loisirs, ces gens-là, et l'aide au passage de la frontière. Et il a saisi le Conseil constitutionnel qui a sacré finalement le principe de fraternité. L'idée que toute aide désintéressée à une personne en situation irrégulière ne serait plus sanctionnée. C'était une grande victoire. Maintenant, la situation reste encore floue. Il y a pas mal de procès qui sont en cours parce que
Le côté désintéressé, ça reste à l'appréciation finalement de chaque juge. Et on a constaté dans les récents procès que les juges cherchent à déterminer s'il n'y a pas derrière cette action spontanée d'autres motivations, telles qu'une motivation militante, faire avancer la cause, des motivations de médiatisation, des choses comme ça. Et ainsi, on se retrouve encore avec des procès comme celui de Pierre-Alain Mannoni, qui est un enseignant-chercheur dans un laboratoire du CNRS à Nice, on va dire bon père de famille, il le dit lui-même, notable sans histoire. Et puis un jour, il rencontre enfin, il accompagne un ami dans un squat qui a été monté d'ailleurs par Cédric Héroux. Et puis, il y a des membres je crois que c'est Médecins sans frontières, qui viennent de soigner 3 jeunes femmes érythréennes qui souffraient de brûlures et qui demandent aux personnes présentes si quelqu'un peut les transporter. Elles ont besoin d'être rapprochées de Nice. Voilà. Pierre-Alain Mannoni hésite beaucoup et il n'est pas venu pour ça. Il ne s'est jamais engagé dans ce type d'action. Il n'est pas militant. Voilà. Et puis, il va les transporter. Il finit par accepter. Il ne s'en cache pas. Il passe par l'autoroute et il est arrêté à un péage, au péage de la Turbie. Et là, il se dit que les personnes qui sont dans sa voiture vont avoir des soucis. Il est loin de se douter que lui aussi va avoir des soucis. Les 3 femmes sont renvoyées sans ménagement en Italie. Elles n'ont pas pu déposer leur demande d'asile. Et lui est empêtré enchaîne les procès depuis 4 ans, quoi. Et là encore, c'était il y a quelques jours à la Cour d'appel de Lyon. Et là, on a pu entendre en fait qu'il lui était reproché finalement d'avoir fait preuve de non-assistance à personne en danger. Moi, ce que j'ai entendu dans ce tribunal, c'était mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé les pompiers? Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas transporté directement ces personnes à l'hôpital? Enfin voilà, c'était le procès de la solidarité, c'était le procès de quelqu'un qui a eu ce geste de transporter des personnes vulnérables. Et il a été aussi question de voir s'il n'y avait pas de contrepartie militante derrière. C'est encore semé d'embûches. Voilà, tendre la main, ça reste encore... on a le sentiment que ça reste encore quelque chose de risqué. Et puis, il y a aussi toutes les entraves que rencontrent les solidaires au quotidien, quoi. À Calais, il est interdit de distribuer de la nourriture aux exilés en ce moment, de nourrir des êtres humains. Enfin, c'est surréaliste. Je vous disais tout à l'heure que c'était historique et je pense que ça rappelle des heures sombres qu'a connues ce pays. Et je pense qu'on est là-dedans et qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Donc Cédric Héroux a fait avancer la loi, a fait avancer le droit. Maintenant, dans les faits, les choses restent à l'appréciation de chaque juge. C'est encore complexe. Et puis alors dans l'esprit finalement de spectateurs, de citoyens qui ne connaissent pas du tout tout ça, c'est difficile de comprendre un petit peu ce que l'on peut faire, pas faire. Et ça peut entraver finalement, ça peut faire peur. Bien sûr. D'ailleurs, je précise à ceux qui nous regardent que vous trouverez également l'interview de Cédric Héroux dans ce numéro consacré à la solidarité et il exprime très très bien son histoire, ce qui l'a motivé à faire tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Juste pour revenir sur la politique d'accueil, finalement, la France n'a pas toujours été si fermée. Tu le rappelles aussi dans le livre. Tu cites par exemple l'exemple des années 70 avec l'afflux des réfugiés cambodgiens, où là, en fait, l'organisation qui a été mise en place peut-être était un peu plus cadrée, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si tu dirais ça comme ça, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu cette histoire, hein, parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais accueilli personne en fait en France aujourd'hui. On a su accueillir et finalement jamais une vague d'immigration n'a ébranlé ce pays. Et ça, il faut le rappeler. Oui, je parle des boat people parce qu'on a été capable d'accueillir et d'intégrer, parce que c'est là que tout se joue. Lorsqu'il y a une politique d'accueil et d'intégration, c'est-à-dire l'intégration, c'est que ces personnes puissent avoir accès à des cours de français, puissent se loger plus facilement, puissent donc trouver du travail aussi parce qu'ils parlent le français. Les choses se passent très bien. On a accueilli près de 120 000 boat people, comme on les appelait à l'époque.
Il y a eu d'autres exemples, les réfugiés du Kosovo. On a su accueillir aussi très récemment, par exemple, les chrétiens d'Irak. J'ai souvenir de reportages d'ailleurs sur ce sujet où on les accueillait dignement. On a l'impression qu'il y a une espèce de sélection aussi hein, dans les personnes que l'on va accueillir. Et puis, voilà, on y va vraiment. Il y a une chose qui m'a frappée, moi, lorsque le camp de Moria a pris feu sur l'île de Lesbos tout récemment. Hein, il y avait 24 000 personnes qui cherchaient à rejoindre l'Europe et qui étaient bloquées en Grèce parce que les pays européens finalement laissent la Grèce, laissent l'Italie être des boucliers pour bloquer ces gens-là. Lorsque le camp a brûlé, je crois que la France s'est dit qu'elle allait accueillir 40 ou une centaine de mineurs étrangers isolés. Combien est-ce que nous sommes en France voilà, est-ce qu'on n'est pas capable d'en accueillir un petit peu plus? Encore une fois, j'ai conscience que c'est un sujet complexe et ce n'est pas un livre d'économie que je présente là, mais il me semble qu'il y a quand même des choses qu'il faut rappeler. On a été capable d'accueillir et d'intégrer. On pourrait peut-être le faire encore aujourd'hui lorsque l'on sait qu'il y a énormément de secteurs professionnels, de secteurs en tension qui ne trouvent pas de main-d'œuvre. La population française européenne est vieillissante. On pourrait y voir là des solutions. On entend d'ailleurs le MEDEF le dire. On a besoin de main-d'œuvre. Il faudrait les accueillir et les intégrer. D'ailleurs, on l'a vu pendant la crise sanitaire, que tous ces... En première ligne. Voilà, dans les champs, pour les récoltes, que ce soit en Italie, en Espagne et même en France. Enfin, voilà, donc on a bien vu que ces personnes sont utiles, quoi, en fait. Et même, je crois qu'il y a eu des vagues de régularisation en Italie, je crois. Enfin, bon, en tout cas, ouais, donc voilà, donc c'est vraiment regarder, être lucide finalement sur la situation, c'est regarder les choses en face, c'est-à-dire ne pas faire comme si ces gens comme si les gens n'étaient pas là, quoi. Et tu le dis aussi dans le livre, tu dis finalement, parce qu'il y a tous les jours encore des gens qui meurent en mer, voilà, qui risquent leur vie, qui traversent des pays, voilà, qui peuvent se retrouver esclaves. Enfin, c'est toute une histoire, de quitter son pays pour aller jusqu'en France ou peu importe où en Europe. C'est pas une promenade de santé, quoi. Et voilà. Et tu dis, en fait, on ne peut rien faire contre la volonté d'un homme qui veut vivre, en fait. C'est ça aussi que tu rappelles. C'est-à-dire on les voit comme des personnes qui viendraient nous prendre quelque chose, alors que voilà, rappelons-nous ce qu'ils ont traversé pour arriver jusque-là et la force aussi intérieure qu'il faut, que ça nécessite. Et personne ne quitterait son pays s'il n'était pas obligé de le faire. C'est un peu ça, moi, que je comprends en lisant aussi ton livre. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur. C'est simple, j'en ai rencontré énormément des personnes exilées pour rédiger ce livre. Tous m'ont dit, dès que je peux, je rentre chez moi. Ils ont tout quitté. On peut pas. Moi, j'ai pris la mesure de la douleur du déracinement en vivant avec Abdelhak pendant si longtemps. Il n'y a pas de mots à poser sur ces regards dans le vide lorsqu'il pensait à ses proches. Il a passé 5 ans en Libye sans nouvelles de sa mère. Le jour où il réussit à lui parler, mais elle ne sait même pas qu'il est vivant et vice-versa, elle ne sait même pas qu'il a traversé la Méditerranée, qu'il a passé 5 ans en Libye, puis traversé, qu'il est en France. Et ça, il faut le rappeler, il faut juste remettre les choses à leur place. On parle d'êtres humains qui ont tout quitté et qui aujourd'hui se heurtent à la pulsion de murs. Parce que la particularité du parcours d'asile depuis 2015, c'est que les difficultés qu'ils ont surmontées jusque-là, jusqu'à leur arrivée en France, ne sont pas terminées. Le parcours d'asile, c'est un parcours du combattant. Avec Cédric, mon mari. Cédric a accompagné Abdelhak une fois à la préfecture, mais il a halluciné. Ils ont passé des journées entières à attendre, à faire la queue. On ne leur parle pas toujours très bien, voire on leur parle souvent très mal. On passe des heures et des heures de coups de fil pour obtenir un rendez-vous sur des plateformes téléphoniques. On craint.
ils ont du mal à raconter ce qu'ils ont vécu. Souvent, j'ai réalisé que il y a une espèce d'enfouissement des souvenirs. La mémoire ne fonctionne pas correctement parce qu'ils n'ont pas encore réussi à… En fait, souvent, ils n'ont même pas croisé un psychologue pour déposer leur bagage d'angoisse, qu'ils doivent déjà tout raconter devant une cour, devant un officier du droit d'asile, se mettre à nu, sortir vraiment tout ce qu'ils ont dans leur tripes, ressasser les souvenirs. C'est extrêmement difficile, quoi. Et on oublie de raconter tout ça, ouais, de les replacer à leur place d'être humain et non pas d'étrangers, d'envahisseurs, enfin, tout ce qu'on peut entendre, quoi. Ouais, je pense il y a de la sensibilisation, il y a de la pédagogie à faire, il faut être exigeant, utiliser les bons mots, faire attention à ce que l'on dit, éviter les amalgames simplissimes. Mais c'est beaucoup plus simple de tomber dans l'amalgame. C'est tellement plus simple. Mais voilà, ces gens sont là, effectivement, ils sont prêts à tout pour arriver. Je suis partie en Italie, sur l'île italienne de Lampedusa, pour suivre un pilote solidaire qui a quitté son boulot pour acheter un petit avion avec un ami. Ils ont mis leurs économies, près de 120 000 euros à eux deux. Ils ont écoulé leur congé et ils se sont mis à faire des vols de repérage des bateaux pneumatiques à la dérive en Méditerranée. Et José Benavente me disait, en fait, on constate que lorsqu'il n'y a pas de bateau de sauvetage, lorsqu'il n'y a pas d'avion pour les repérer, ces gens traversent malgré tout, en fait. Ils fuient l'enfer et rien ne peut les arrêter. Et rien ne les arrête. Ouais. Et d'ailleurs, pour bien qu'on comprenne un peu la situation, il y a des projections, des chiffres comme ça de prospective de l'ONU par rapport à 2050. Il faut quand même se rappeler que voilà, on est sur une planète qui est sous tension climatique et que donc il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est-à-dire penser qu'on vit dans un monde stable aujourd'hui, c'est être un peu naïf, quoi, parce que non, rien n'est stable et c'est aussi les tensions sur la planète, sur l'écologie de la planète qui crée des déséquilibres, ça il faut quand même le rappeler. Donc, et ça t'en parle d'ailleurs d'entrée. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que dit l'ONU par rapport à tout ça? Elle dit que… Je parle de 250 millions de déplacés d'ici 2050, mais au bas mot, ce serait beaucoup plus. Après, je pense il faut pas faire peur avec ces chiffres qui peuvent paraître surréalistes, mais il faut aussi avoir en tête que dans ce monde, il y aura de plus en plus de mouvements. Qui sait, Sandra, on sera peut-être amené à bouger nous aussi. Regarde ce qui s'est passé justement dans la vallée de la Roya. Mais bien sûr, Les crues, ces pans entiers de montagnes, de falaises qui sont s'effondrent. écroulés. Les hôpitaux, des maisons, ils sont restés coupés du monde pendant des jours et des jours. Et ça se passe dans notre pays, quoi. Donc, ouais, faut dire qu'on pourrait être à leur place un jour. Mais en tout cas, les experts que tu as rencontrés, je pense à Jacques Lecomte, hein, qui est un expert de la psychologie positive, qui est un expert aussi un peu d'altruisme, de ce qu'on pourrait appeler la bonté. Il nous rappelle quand même, et ça tu le racontes aussi, qu'on a plus intérêt à coopérer. Et puis même, c'est presque limite ça qui va peut-être nous sauver, en fait, quoi, du chaos, quoi. C'est l'entraide, c'est la solidarité. Mais d'ailleurs, si on reste sur cet exemple des crues monstrueuses du côté de la Roya, de Breil-sur-Roya et de toute la région, ils ont été coupés du monde pendant plusieurs jours sans eau ni électricité, ni moyen de communiquer, sans vivre. Et c'est la solidarité qui s'est tout de suite mise en place, quoi, entre voisins, Là, ça abolit toutes les frontières quand on se retrouve soi-même confronté à un danger, à une menace. Mais il est vrai que dans nos sociétés, finalement, cet élan inné à l'entraide, à l'empathie, à la solidarité, parce qu'en fait, nous naissons tous câblés pour l'entraide, et c'est une faculté innée qui va être un petit peu étouffée par la vie. Un petit va spontanément aller aider un copain dans le bac à sable en maternelle qui tombe. Il va spontanément aller l'aider. Et puis peu à peu, l'école où règne toujours la compétition, il faut
la meilleure note de la classe. Le professeur, moi j'ai souvenir d'un professeur qui distribuait les notes de la meilleure à la pire. C'était tellement angoissant, alors on se compare. Et ensuite, il faut trouver du travail, donc il faut que le CV soit meilleur que celui du voisin, il faut passer des entretiens, être bon, être performant sans cesse. Et donc, on étouffe totalement cette capacité-là. Complètement. Et je crois que j'ai réalisé moi-même que j'étais victime de ça. On va tous faire des choses, avoir des gestes de solidarité, aider quelqu'un, mettre des vêtements dans une benne. Voilà, on le fait, on n'est pas quand même totalement anesthésié. Mais on perd cette capacité innée au fil du temps. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il est très simple d'aller la dépoussiérer. Moi, c'est une rencontre. Hein. C'est Abdelhak qui m'a aidé à réaliser que j'avais enfoui cette capacité-là loin, quoi. Ouais, Il l'a réveillé. Il l'a réveillé. Il a réveillé ton humanité, c'est ce que tu dis. Ouais, totalement. Et je le remercie infiniment. Grâce à lui, j'ai l'impression d'avoir mué, de me sentir beaucoup mieux. Il y a une solidité des liens qui se tissent quoi, dans les rencontres. La rencontre de l'autre fait grandir. Ça, c'est fondamental. Alors, je rebondis sur tes mots parce qu'il y a justement Caroline qui nous regarde. Alors, je ne sais pas si elle est toujours avec nous, mais ça fait déjà un petit moment qu'elle nous a envoyé ce message et elle nous dit « Merci pour ces mots. Cette personne qui frappait à la porte de ma conscience pourra maintenant franchir le seuil de mon foyer. » Donc, c'est magnifique. Ça doit effectivement que là, ça inspire aussi les autres qui doutent peut-être encore de se dire « Voilà, j'ai envie, mais j'ai un peu peur. » Déjà de savoir que cette peur, elle est normale et que voilà, il y a beaucoup de choses à gagner finalement à tendre la main en fait, c'est ce que tu nous dis. Et que voilà, il y a plein de gens qui le font et qui ne s'en vantent pas, qui ne font pas la une des journaux, mais il faut rappeler quand même que cette capacité à être solidaire, à vivre la fraternité, finalement, elle est quand même bien ancrée en France, quoi. Hein. Même si les journaux de télé reflètent pas, et on est toutes les journalistes, on sait aussi que malheureusement parfois les journaux mainstream ne reflètent pas forcément ce dont on parle ce soir. Mais voilà, elle existe et on en parle. Et donc, c'est pour ça que je vous invite fortement à aller lire ce livre déjà de Carnet de solidarité. Allez voir, alors là, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais de Julia Montfort, à venir aussi regarder donc, ce numéro consacré à la solidarité de Mouvement Hub. Vous y retrouverez donc l'interview de Julia et puis l'interview de Cédric Héroux dont on a parlé. Voilà, pour aussi comprendre les mécanismes de l'entraide. On est aussi allé voir Jacques Lecomte. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce dossier. Je pense que c'est un dossier qui fait du bien en ce moment. Voilà, mais quand on arrive à la fin de cet échange, Julia, un grand merci à toi d'être venue nous parler de tout ça. Hein. Si on n'avait pas été en mode Covid, on aurait été en public, dans une salle. Ça aurait été vachement plus sympa, mais bon. On fait comme on peut, voilà. Et puis, je crois que tu as des soirées de prévues, non? Avec le livre, tu fais une petite tournée. Comment ça se passe? Oui. Alors, des soirées sont sauvées les eaux parce qu'avec le couvre-feu, voilà. Oui, on se retrouve alors, à Paris samedi entre 17h et 20h au Dissident Club. C'est un bar monté par un journaliste en exil pakistanais, Taha Sadiki, qui m'offre une carte blanche. Donc, je vais pouvoir parler de mon livre, parler de la web-série, et puis avec des invités passionnants, notamment l'un des présentateurs vedettes de France 24, Philomé Robert, qui, on l'ignore souvent, mais est un exilé, un journaliste en exil haïtien, qui a écrit un livre passionnant sur cette thématique-là. En fait, dans chacun des événements que j'organise, je souhaite avant tout être une passeuse finalement d'histoires et de témoignages. Et donc là, je serai entourée de personnes qui sont passées par l'exil et qui souhaitent se réapproprier cette parole pour raconter eux-mêmes leur parcours. Et en ce moment, je pense qu'on en a vraiment besoin pour lutter contre les amalgames. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, bravo encore pour ce que tu fais. Et merci à vous qui nous avez suivis pendant cette heure de live, sachant que cette vidéo, elle sera disponible à la fois en replay sur ta page Carnet de solidarité, sur les éditions Payot et sur la page de Mouvement Up, et que vous pourrez aussi écouter cette rencontre en podcast d'ici une semaine sur notre site.
Alors, je tenais à remercier également nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de l'année pour justement nous permettre d'organiser des conférences habituellement en public, mais voilà, là, ce n'est pas le cas, vous avez bien compris pourquoi. Et voilà, et nos conférences sont habituellement gratuites et ça, c'est grâce à nos partenaires que je cite rapidement, Accenture, le Crédit Coopératif, la mairie de Paris, le groupe UP et Veolia. Merci à eux de leur soutien. Merci à toi, Julia, d'avoir accepté donc, cette invitation et merci voilà, pour la générosité de cet échange. Merci à vous qui nous avez suivis. C'était un plaisir de pouvoir encore vous proposer voilà, une belle rencontre. N'hésitez pas à rester connectés sur la page, sur les réseaux sociaux pour connaître les dates des prochaines rencontres. Il y a des choses hyper sympas qui arrivent. Et puis surtout, le lien vers la boutique pour soutenir notre média, Mouvement Up, donc, qui vous parle voilà, de cette transition à la fois écologique et sociale, puisque pour nous, ça va ensemble. Voilà, on est très heureux de vous proposer des portraits, des interviews, des reportages sur ces sujets-là. Merci à tous, excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Ciao.